va finir doucement mais sûrement cette journée. Alors Pascal, donc toi tu es responsable de l'expérience client, l'expérience client digitale. Alors déjà je voulais dire, c'est pas évident de passer après L'amour est dans le pré sur scène. Donc là voilà, je vais essayer de donner le change pendant 10 minutes. De Voyage SNCF. On a déjà pas mal évoqué les bots, on en a parlé ce matin avec Sephora notamment. Toi, tu as travaillé sur un nouveau concept de bot au sein de Voyage SNCF. Vous en aviez déjà lancé un, mais qui était plutôt un bot d'avant-vente. D'après-vente. D'après-vente, pardon. Ouais. Et plutôt dans la relation client plus que dans la vente directement. Ce qui nous importait dans le challenge d'un nouveau bot, avant que nous les fusionnions tous les deux, c'était justement de se positionner plutôt en avant-vente qu'en après-vente. Et l'idée est née d'un scénario science-fiction, un peu catastrophe, que nous avions lancé avec l'équipe. On s'était dit, voilà, demain, l'URL voyagesncf.com n'existe plus, notre application n'existe plus. Comment est-ce que nous faisons, en fait, pour continuer d'exister et de pouvoir toujours vendre des offres et des services à nos clients? Donc, on avait l'intention qui était là, le scénario, et puis de l'autre côté, la techno avec l'intelligence artificielle et Facebook Messenger. Et voilà, bien l'idée, on s'est lancé dans ce bot. L'idée, c'était d'aller vraiment au cœur de l'écosystème du client, de ne plus être dans une posture d'audience, à savoir on attend que nos clients viennent sur nos sites et sur nos applications, mais plutôt d'aller là où sont pour de vrai nos clients, ce qui est assez similaire à la démarche du mobile il y a 5-6 ans d'ailleurs. Et voilà, c'est dans ce contexte-là que nous avons lancé ce bot, durement éprouvé par des milliers de clients, mais avec des résultats très satisfaisants. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en Donc comment est-ce que vous avez fait naître ce projet? Comment est-ce que vous l'avez développé? Avec quel type de personnes vous êtes entouré? Vous avez pris une petite équipe et vous avez travaillé spécifiquement dessus. Combien de temps à peu près ça a pris? Oui, c'est un peu similaire à ce qu'on vient d'entendre. En fait, on a lancé un proof of concept, un POC juste avant, avec une équipe réduite où on avait des développeurs inno. Tout a été fait en interne avec des solutions open source, donc des développeurs de l'innovation, des gens en charge avec l'expérience client, des personnes qui travaillent côté marché France aussi, des gens plutôt métiers et accès vente. Et puis voilà, en équipe très restreinte, très agile, on a construit ce POC, toujours avec des itérations. Encore une fois, c'est pas que du machine learning, c'est aussi du human learning, parce qu'on itère et on apprend en marchant. Et c'est comme ça qu'on a vraiment diffusé ce POC et on l'a fait tester par des milliers de clients. Donc combien de temps ça a pris, ça, entre le moment où vous avez démarré du scénario catastrophe jusqu'au moment où vous avez sorti ce concept? Je dirais 3-4 mois. Ouais. Et ensuite, on a testé le POC, enfin on a testé le bot d'avant-vente pendant 3 mois. Donc quel type de fonctionnalité est-ce qu'on retrouve dans ce bot? Si on le montrait, justement, je pense qu'on a une vidéo qui illustre très bien. C'était pas forcément préparé ce qui vient de se passer, mais je pense qu'on a une vidéo sympa à montrer. Ça va être beaucoup plus clair pour tout le monde.
parce qu'au début, tout de suite, en termes de communication, vous annoncez que c'est un robot qui prend la main sur la conversation. Oui, alors la question s'est posée, d'ailleurs le travail, la réflexion autour encore une fois, de la personnalité du bot n'est pas achevée, on est en train d'y travailler. Et c'est un vrai challenge pour nous tous, encore une fois, là je pense que exister en dehors de son site internet et de son application ou de son point de vente physique, c'est un vrai challenge que d'exister au sein d'un outil de messagerie. J'invite d'ailleurs tout le monde à engager cette réflexion. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Je pense que pour tous les commerçants ici présents, vous aurez tous au moins un concurrent qui sera présent et actif sur des outils de messagerie. Donc c'est un vrai sujet et encore une fois, on n'a pas toutes les réponses à cette question, mais on travaille vraiment en ce moment sur l'identité du bot, sa tonalité, est-ce que oui ou non il affirme que c'est un bot, est-ce qu'on essaie de se faire passer pour un humain, donc on a plutôt écarté cette option-là. Et puis, voilà, il y a tout ce travail. Quelles sont ses missions, les valeurs, enfin, c'est vraiment quels sont ses ingrédients. Encore une fois, on travaille dessus encore aujourd'hui parce que l'industrialisation se fera à partir de début mars. On va avoir une feature team 100% dédiée à l'intelligence artificielle et donc au conversational commerce, mais pas que, aussi l'intégration d'assistants cognitifs dans les parcours clients. Donc, on va avoir vraiment une équipe d'une dizaine de personnes qui ne travaillera que sur ce sujet. Ouais. Alors, moi, la première chose que je me suis demandé, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas... parce que finalement, vous avez développé 2 bots. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réuni ces différentes fonctionnalités dans un même bot ? Alors tout simplement parce que le bot qui est en production en après-vente, qui permet aux clients d'effectuer des actes d'échange ou d'annulation de billets, est déjà une solution quasi industrielle en fait qui fonctionne. Et le concept de faire de l'avant-vente, de prendre le risque d'utiliser un bot pour vendre des billets ou de poser ses options, était pour nous un vrai questionnement. Nous n'étions pas du tout sûrs du succès de l'opération, et plutôt que d'entraîner de lourds développements sur le bot qui lui est déjà en production pour l'après-vente, on s'est dit voilà, on va faire un POC plutôt satellite, on va éprouver le concept et ensuite quand on industrialisera, je vais y arriver, bien sûr que les 2 bots ont vocation à fusionner, ça n'aurait aucun sens en effet de faire appel à l'un ou à l'autre en fonction de son besoin. Et d'ailleurs, justement, il y a la notion de besoin client est ultra importante parce que le conversationnel, en fait, impose vraiment qu'on ne parte pas de l'offre qu'on a à pousser, mais vraiment du besoin du client. Depuis des années, nous répétons tous que nous partons du besoin client, nous nous adaptons au client, mais dans les faits, tous les sites et les applications restent encore à décoder de la part des clients, comprendre le fonctionnement du site, comprendre le fonctionnement de l'application. Et là, un des enjeux clés pour le conversationnel, c'est de ne plus raisonner comme on a tous tendance à le faire, c'est-à-dire en entonnoir selon une séquence à laquelle on a pensé par avance, mais plutôt quelque chose de beaucoup plus modulaire, beaucoup plus ouvert à l'aléatoire, mais surtout beaucoup plus ouvert à la façon dont le client, lui, va concevoir son besoin. Si je vais m'expliquer, c'est vrai que par exemple, je pense que tout le monde connaît le site Voyage SNCF, et c'est vrai que le client va lui dire d'où pars-tu, où vas-tu, quel jour pars-tu, quel jour souhaites-tu revenir, à quelle heure, etc., etc. Et il y a beaucoup de clients qui ne raisonnent pas du tout de cette façon-là quand ils ont besoin d'acheter un voyage en ligne, mais qui vont d'abord avoir besoin, par exemple, prenons l'exemple d'une famille, de dire voilà, nous voyageons à 4, 2 adultes, 2 enfants, dont un de moins de 4 ans. Et vous voyez, et c'est ce que le conversationnel va permettre demain aussi, c'est on passe la main au client et c'est lui qui va s'exprimer à sa façon. Et donc nous qui allons vraiment devoir lui répondre selon ses séquences à lui, ce qui pour autant n'est pas du tout quelque chose d'enfermant, au contraire. Pour moi, c'est un entonnoir inversé, c'est-à-dire qu'on va partir du besoin client et on va pouvoir, ceci dit, être force de proposition, d'upsell et de cross-sell tout au long de la conversation, mais ce sera beaucoup plus pertinent et contextualisé qu'on arrive tous à le faire aujourd'hui via nos sites et nos applications. En termes de déploiement, vous aviez déjà eu une première version, donc justement avec le premier bot. Est-ce qu'il y a eu d'autres challenges, de nouveaux challenges en fait que vous n'aviez peut-être pas eu la première fois à travers ce bot-là ?
Non, encore une fois, ce sont les surprises du langage naturel. Encore une fois, c'est le défi qu'il a fallu relever. Et surtout, plus que des challenges, ça a été source de surprises et de signaux faibles ultra positifs. Personnellement, je m'occupais du mobile chez Voyage SNCF avant, et j'ai vraiment reconnu les mêmes feedbacks clients, enfin identiques. C'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus sympa. Et on retrouve vraiment les mêmes expressions clients qu'au début du mobile. Et à mon avis, c'est vraiment le prochain game changer pour nous tous. Ça va être justement comment intégrer intelligemment l'intelligence artificielle dans nos parcours clients, ou encore une fois, vigilance sur le sujet en dehors surtout de nos parcours clients et plutôt au sein de leur écosystème. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et plus particulièrement à travers les bots, c'est quelque chose que vous appréhendez de manière stratégique et plutôt sur le long terme ? Ah oui, complètement. C'est-à-dire que, encore une fois, la feature team qui va être dédiée au sujet, même d'un point de vue capacitaire, est aussi importante, si ce n'est plus importante que les autres. Et d'ailleurs, ça implique de nouveaux métiers aussi. Là où on peut avoir que du UX et que du UI dans les feature teams, on va avoir un copywriter qui va travailler au quotidien. Et surtout, tout comme on se dit aujourd'hui, quand on met quelque chose en vente sur le site, il faut qu'il le soit sur le mobile, il faudra qu'il le soit sur le conversationnel aussi. Et c'est d'autant plus stratégique, encore une fois, qu'il y a vraiment ce vrai risque de déportalisation des marques. On le voit, c'est déjà le cas en Asie et en Chine, où on se doit d'exister au cœur de l'univers, de l'écosystème du client ou d'un autre acteur, en fait, et de pouvoir comme ça exporter des assets et, grâce à l'intelligence artificielle, pousser ses offres à ses clients au bon moment. C'est quelque chose qui est ultra stratégique, quoi. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore mis en place de bots au sein de leur entreprise, quels conseils vous pourriez leur donner ? Alors déjà, le premier conseil, c'est de ne pas paniquer pour commencer. Ce sont vraiment les prémices, et tout le monde apprend encore en marchant. Et c'est pour ça que quand on prend la parole sur le sujet, il faut faire preuve, je pense, de beaucoup d'humilité, parce qu'il y a encore beaucoup de surprises sur le chemin. Mais surtout, le vrai conseil que je donnerais, c'est pour de vrai, enfin, partir vraiment du besoin client, pour de vrai, enfin, disséquer, analyser tous vos verbatim clients pour voir comment est-ce qu'ils parlent de votre offre et comment est-ce que quelle est la séquence selon laquelle ils ont besoin de consommer les produits et les services que vous avez à leur vendre. Donc cette promesse le client au centre de tout, et on s'adapte à lui. Cette fois, il va falloir la tenir avec le conversationnel et surtout pas l'enfermer dans des entonnoirs déceptifs, parce qu'une conversation, voilà, imaginez parler à quelqu'un qui ne répond qu'aux questions auxquelles il s'attend, c'est hyper frustrant, et j'espère que ce n'est pas ce que je viens de faire. Et donc voilà, c'est plutôt cette ouverture, et puis surtout le fait de se dire qu'on est en train de démarrer sur le sujet, et plutôt que l'urgence, c'est de bien appréhender la problématique, quoi. Merci beaucoup, Pascal, pour ce témoignage. Merci.